salut à tous, c'est Florent, on se retrouve pour une vidéo dédiée au chapitre de seconde sur la découverte de la notion de vecteur. Dans un premier temps, nous allons comprendre le contexte général du chapitre tout en amenant la notion de vecteur, puis nous allons nous intéresser à la somme de vecteurs et finalement nous allons comprendre comment aborder les vecteurs à l'aide d'un repère. Alors, basiquement, dans ce chapitre, il va falloir savoir se déplacer en ligne droite entre deux points. On pourra aussi utiliser le terme de glissement entre deux points, ou plutôt le terme technique de translation. Et quoi de plus naturel d'utiliser une flèche pour modéliser sur le papier un mouvement en ligne droite qu'on a déjà effectué, qu'on est en train d'effectuer ou qu'on va effectuer. Cette flèche nous indique la manière de glisser. Et si j'essaie d'appliquer ce mouvement à un autre point de l'écran, sans aucun mystère, on va glisser de la même manière que précédemment. Et si on glisse de la même façon, c'est bien que la flèche porte en elle les informations du mouvement à effectuer. Et un objet mathématique qui porte des informations est appelé un vecteur d'information. Et c'est pour ça que la flèche, on va pouvoir l'appeler un vecteur, même si c'est un tout petit peu plus complexe que ça, mais en seconde, pour nous, ça nous suffira. Alors, quelles sont les informations qui sont stockées dans ces flèches de mouvement, dans ces flèches de glissement? Et pour comprendre, on va tout simplement se mettre nous-mêmes en situation. Bien, la première chose que l'on va choisir lorsqu'on va vouloir bouger, ça va être d'orienter notre mouvement. On va choisir une direction, une droite sur laquelle on va pouvoir se mouvoir. Ensuite, sur l'orientation du mouvement que vous avez choisi, vous allez choisir un sens. Soit ici, pour l'exemple, vous allez plutôt aller vers le haut, soit vous allez plutôt vers le bas. Et la troisième information, ça va être la distance à parcourir. Et donc une flèche de glissement détient trois informations essentielles, la direction, le sens et la distance à parcourir. Bien, comme tout autre objet mathématique, on va devoir nommer ces vecteurs. La première situation est que vous connaissez les noms des positions initiales et finales de votre mouvement. Dans ce cas-là, vous allez pouvoir les utiliser en citant la position initiale suivie de la position finale et en mettant par-dessus toujours une petite flèche vers la droite. Ici, la position initiale s'appelle D, la position finale s'appelle E, je peux donc appeler ce vecteur le vecteur DE. La deuxième situation est que vous ne connaissez pas les noms des positions initiales et finales de votre mouvement. Dans ces cas-là, vous allez pouvoir utiliser une petite lettre avec au-dessus la petite flèche. Et rien non plus n'empêche l'utilisation de la petite lettre, même si vous connaissez les noms des positions initiales et finales de votre mouvement. Et si vous trouvez deux vecteurs qui portent exactement les mêmes informations, on parle alors de vecteurs égaux. Et parmi l'ensemble de glissements disponibles ici à l'écran, vous voyez que le mouvement F vers G et le mouvement Z portent exactement les mêmes informations. Ils sont orientés de la même façon, ils sont dans le même sens et il y a la même distance à parcourir. Et donc on va pouvoir écrire que le mouvement de F vers G est le même mouvement que Z. On a ici notre première égalité vectorielle. Les deux vecteurs de part et d'autre du symbole égal portent exactement les mêmes informations. On va glisser de la même façon qu'on soit sur l'un ou sur l'autre. Et si vous avez deux vecteurs identiques sur le papier, lorsque vous allez les relier, pointe de flèche par pointe de flèche et début de flèche par début de flèche, vous allez créer un parallélogramme. C'est-à-dire un quadrilatère dont les côtés opposés sont de même distance et sont parallèles. Et pour prouver qu'un quadrilatère est bien un parallélogramme, vous pouvez maintenant utiliser la méthode qui consiste à trouver une paire de vecteurs identiques, une paire de mouvements identiques. Et sachez que dans un quadrilatère qui est bien un parallélogramme, on a 4 paires de mouvements qui sont identiques. Et autre considération géométrique, si un point est le milieu d'un segment, vous allez pouvoir trouver sur ce segment deux paires de mouvements qui sont identiques. Bien, et dernière petite remarque avant de passer à la deuxième partie de ce cours, deux vecteurs qui vont être inclinés de la même façon, qui ont du coup la même direction, qui ont la même distance de flèche, mais qui sont dans des sens opposés, alors ces vecteurs seront qualifiés de vecteurs opposés. Ici, les vecteurs AB et FG remplissent ces conditions de vecteurs opposés, et on va pouvoir écrire une égalité vectorielle entre les deux. On va pouvoir dire que le mouvement de A vers B, c'est la même chose que l'opposé du mouvement de F vers G. Le symbole moins ici, dans le domaine des vecteurs, va toujours vouloir dire l'opposé d'eux. Attaquons la deuxième partie et parlons de somme de vecteurs. Le principe est qu'on va glisser consécutivement plusieurs fois. Alors ici dans l'exemple, vous avez un vecteur U et un vecteur V et on va essayer de sommer les deux. On va faire U plus V. Donc on va exécuter le premier mouvement qui est U, donc on part de là où est U, donc on glisse sur U et
À l'arrivée, là où on est arrivé à la fin, il va falloir qu'on enquille sur le deuxième mouvement qui est V. Et vu que le mouvement V n'est pas à la place où je suis, je vais devoir l'amener à moi. On rappelle qu'ici, les flèches représentent des manières de glisser. Cette manière de glisser, je peux l'exécuter à n'importe quelle position au niveau de l'écran. Une fois que V est sous mes pieds, j'exécute le mouvement V et j'arrive à la position finale après avoir enchaîné les deux mouvements. Je suis parti d'une position initiale à la fin des deux mouvements que j'ai effectués. Je suis arrivé à une position finale. Et si je devais résumer en une seule flèche tous les mouvements qu'on a exécutés, j'aurais pas trop le choix, je devrais partir de la position initiale et je vais arriver à la position finale. Z ici est le vecteur résultant de la somme. Enchaîner le mouvement U et le mouvement V, en fait, ça reviendrait au même que directement de faire le mouvement Z. Et un vecteur résultant d'une somme partira toujours de la position initiale avant l'engagement des mouvements et va relier la position finale à la fin de vos mouvements consécutifs. Alors il existe deux situations un petit peu particulières, un petit peu remarquables qu'on aime bien mettre en avant dans la somme de vecteurs. La première situation s'appelle la relation de Chasles. Elle consiste à sommer des vecteurs qui sont déjà en train de se suivre. La fin du premier glissement correspond directement au début du deuxième glissement. Ici, après avoir exécuté le premier mouvement de A vers B, vous voyez qu'il y a déjà une flèche qui nous attend. On n'a pas d'effort à faire pour emmener une flèche en dessous de nos pieds. On continue directement. Le point initial de notre mouvement CA, le point final de notre mouvement CC, le vecteur résultant sera donc le vecteur AC. Et parmi les trois points mis en jeu dans ce contexte, seul le point en commun aux deux mouvements, ici B, c'est-à-dire à la fin du premier glissement et le début du second glissement, ne sera pas dans la notation du vecteur résultant. La deuxième situation s'appelle la règle du parallélogramme ou la diagonale du parallélogramme. Ici, on va sommer deux vecteurs qui possèdent la même origine. Ici, on va sommer les vecteurs CD et CF qui ont donc pour même origine le point C. On exécute le mouvement de C vers D, puis on doit glisser de la même façon que C glisse vers F. On doit apporter la flèche là où on est pour pouvoir continuer à avancer. Et le vecteur résultant sera ici le vecteur CG. Le mouvement CG n'est rien d'autre finalement qu'un mouvement sur la diagonale du parallélogramme CDGF. Et on part en musique sur un petit entraînement sur la somme de vecteurs. Soustraire un vecteur revient à additionner le vecteur opposé. Et si après tous les mouvements consécutifs que vous avez fait, vous revenez à la position initiale, globalement, vous n'avez pas bougé. Il n'existe donc pas de flèche résultant de la somme, d'où la notation de vecteur nul. Enchaînons sur la troisième partie où maintenant on va se doter d'un repère pour pouvoir quantifier les phénomènes de glissement. Et la première chose qu'on va devoir faire, ça va être de partir du point initial du vecteur qu'on a ici à l'écran, donc le point A, et arriver au point B en s'aidant de la grille du repère. Lorsqu'on se déplace vers la droite ou vers le haut, on va compter ça positivement. Lorsqu'on va se déplacer vers la gauche ou vers le bas, on va compter ça négativement. Alors on va devoir se décaler de 2 vers la droite et ensuite on va devoir plonger de 2 vers le bas. Et on appelle coordonnées du vecteur AB l'ensemble de ces deux informations. Le déplacement horizontal, c'est ce qu'on appelle l'abscisse du vecteur, et le déplacement vertical, ça sera son ordonnée. Attention à pas faire la confusion, des coordonnées de vecteur n'est en aucun cas une position,
mais une manière de se déplacer. Peu importe où vous êtes sur le repère, si vous voulez exécuter ce mouvement-là, si vous voulez glisser de la même façon que A glisse vers B, eh ben vous allez devoir vous aider du repère en vous déplaçant de 2 unités vers la droite et de 2 unités vers le bas. Et si vous connaissez les coordonnées des points initiaux et finaux de votre mouvement, vous allez pouvoir cette fois-ci déterminer par le calcul les coordonnées du vecteur. Le déplacement horizontal est égal à la différence des abscisses et le déplacement vertical est lié à la différence d'altitude entre les deux points, les différences des ordonnées. Attention, petite remarque super importante, toujours, que ce soit pour le calcul de l'abscisse ou pour calcul de l'ordonnée, toujours faire l'information du point final moins l'information du point initial. On remplace les informations par leur valeur numérique et on retrouve les coordonnées qu'on avait déterminées graphiquement, 2 moins 2. Et une dernière manière d'accéder aux coordonnées d'un vecteur, c'est si ce vecteur est exprimé en fonction des vecteurs unitaires de l'axe des abscisses et de l'axe des ordonnées. Pour se déplacer horizontalement, on va utiliser le vecteur unitaire i. Pour se déplacer verticalement, on utilisera le vecteur unitaire j. On doit utiliser donc 2 fois le vecteur i et moins 2 fois le vecteur j. Et les coefficients de i et de j, ce sont les coordonnées du vecteur. Et si vous avez 2 vecteurs égaux, 2 vecteurs avec les mêmes informations, les mêmes types de flèches, eh ben les coordonnées seront exactement les mêmes. Ici, le vecteur u et le vecteur AB sont les mêmes, sont égaux, donc les coordonnées du vecteur u seront égales aux coordonnées du vecteur AB, c'est-à-dire 2 et moins 2. Bien, reste plus qu'à voir comment on détermine les coordonnées du vecteur qui résulte d'une somme. Pour l'exemple, on va prendre un vecteur U et un vecteur W qu'on va sommer. Le vecteur résultant de cette somme, c'est le vecteur Z. On détermine graphiquement les coordonnées de ce vecteur résultant. Ici, ça sera comme abscisse 1 et comme ordonnée 5. Et on peut retrouver par le calcul cette fois-ci les coordonnées de ce vecteur résultant Z. Son abscisse sera égale à la somme des abscisses des 2 vecteurs U et W que vous avez sommés. Et l'ordonnée du vecteur résultant Z sera égale à la somme des ordonnées des vecteurs U et V que vous avez sommés. Après les petits calculs, on retrouve bien les coordonnées qu'on avait déterminées graphiquement, c'est-à-dire 1 et 5. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit like et de vous abonner. On se retrouve très vite pour la suite. D'ici là, portez-vous bien, ciao.